L'insatisfaction client n'est pas seulement un moment désagréable à passer pour une entreprise. Elle est une incroyable chance qui lui est donnée de s'améliorer. Le 31 mars dernier, lors du salon e-marketing, je suis allé interviewer Frédéric Canvet, Digital Project Manager chez Eloquent, qui m'a parlé de la manière dont son client Ulysse, la division télépéage de Vinci Autoroute, a utilisé l'analyse sémantique pour comprendre les motifs d'insatisfaction de ses clients. Frédéric a partagé son expérience avec nos lecteurs au travers d'un podcast dans lequel il a fourni des métriques et quelques exemples concrets de bonnes pratiques. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Gourvenec, vous êtes bien sur les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, l'insatisfaction client, une occasion unique d'améliorer son service client avec Frédéric Canvet. J'ai interviewé Frédéric sur le salon e-marketing fin mars 2020 et je vous laisse en sa compagnie dans ce podcast qui a été enregistré sur le salon et pour lequel vous pardonnerez quelques bruits de fond. Et je suis sur le salon e-marketing avec Frédéric Canvet qu'on ne présente plus, sauf que cette fois-ci il est avec une nouvelle casquette, sa casquette Eloquent comme Product Manager. Bonjour Frédéric. Bonjour Yann, je vais essayer d'être éloquent pour toi. Voilà, toujours le petit mot sympathique. Frédéric, on va avoir un sujet aujourd'hui qui est particulièrement intéressant parce que on est tellement habitué à parler de satisfaction client. Aujourd'hui, tu vas me parler de l'insatisfaction client. Bah oui, tout à fait, parce que souvent la satisfaction client, c'est ce qu'on met en avant. Sauf qu'en fait, il faut essayer de fluidifier et réduire tous ces points noirs du parcours client. Ce qui se passe, c'est que les entreprises, elles récoltent beaucoup de données. Nous, on le voit, les enquêtes de satisfaction, il y a les avis sur le web, il y a les emails, les courriers recommandés, papier, etc. Et souvent, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette masse d'informations. Et donc, pas plus tard qu'il y a 2 jours au salon stratégie client, donc on a invité un de nos clients qui s'appelle Ulysse, Vinci Autoroute, qui est une entreprise que tu connais, qui aussi récolte beaucoup d'informations. Donc on leur a mis en place un dispositif d'enquête de satisfaction multicanaux. Et après, ils ont dit, mais cette donnée, il faut l'exploiter et essayer d'identifier les points noirs du parcours client, mais également en faire un outil pour coacher les équipes. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont en fait rassemblé toutes les données venant de différents canaux. Les chats avec les personnes sur Internet, récupérer. Les conversations post-appel, récupérer. Parce que souvent, les personnes discutent au téléphone et après, elles donnent un avis. Et c'est là, elles disent, ouais, le conseiller était sympa, mais par contre, ceci, cela. Également, les emails. Également, les formulaires qui sont renvoyés quand, en fait, par exemple, tu résilies ton badge. Et là, en fait, tu dis, oui, je résilie parce que je déménage, parce que je pars en retraite et tout ça. Ça doit faire des masses incroyables d'informations, ça. Oui, plusieurs centaines de milliers, je crois plusieurs dizaines de milliers de contenus qui sont... Pas plus que des centaines de milliers avec des millions d'utilisateurs des autoroutes ? Alors, faudrait que je retrouve les chiffres de l'enquête, mais tu verras, dans les slides, elle explique tout très bien ça, Julie, et elle nous dit bien que grâce à ça, ils peuvent identifier donc ces fameux points noirs et surtout gérer plusieurs choses. Un, c'est ce qu'on appelle les motifs d'appel. Souvent, en fait, quand tu as des gens qui savent pas trop quoi gérer, est-ce que c'est un problème de badge, ceci, de cela, pour eux, c'est un petit peu abscon. Des fois, il y a des nouveaux motifs qui arrivent et avec ce classement automatique, ils savent qu'est-ce qui arrive. Est-ce qu'il y a une nouvelle tendance? Est-ce qu'il y a un nouveau problème ou il y a des choses à sous-catégoriser? Deuxième chose qui est vraiment intéressant également pour eux, mais c'est simplement gérer les intérimaires. En fait, pendant l'été, eux forcément, ils font venir beaucoup d'intérimaires parce que il y a les gens qui partent en vacances, ils ont des problèmes avec leur badge, ils ont perdu un objet sur l'autoroute, etc., etc. Donc ça, c'est ces intérimaires qui arrivent, donc ils multiplient par 2 les téléconseillers et ces gens-là sont formés, mais c'est pas des spécialistes. Et ils constataient que la satisfaction client diminuait de 6 points entre une période normale et la période avec ces conseillers-là. Et ils se sont dit, mais il faut qu'on les coache. Le problème, c'est que... 6 points sur combien ? Je pourrais pas te dire, mais ils avaient quand même une très bonne note. Ils ont des très bonnes notes en moyenne. Et donc, en fait, ils se disaient, faut qu'on les coache. Mais ce qui se passait, c'est que, voilà, ils faisaient les appels, les conseillers avaient les enquêtes de satisfaction, puis ça passait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et là, ils disaient, oui, ça y est, ils sont pas très bons à tel sujet. Il y avait un peu de l'écoute, mais c'était un peu lent, parce que 100 personnes à écouter, c'est compliqué.
Et donc avec l'analyse sémantique, ils font de l'analyse automatique des avis clients, des notes du chat, etc. Et ils sont capables d'aller à la semaine, se dire tiens, cette personne-là, elle est bonne sur tel motif, mais elle n'est pas bonne pour l'autre motif. Par exemple, elle est très bien pour tout ce qui est badge, mais par contre, pour renseigner les informations sur les autoroutes, elle n'est pas bonne du tout. Et ça leur a permis de réduire comme ça le temps de formation des personnes et à une semaine uniquement. Et ça a diminué de 3 points sur 6 points l'insatisfaction, donc divisé par 2 l'insatisfaction des clients. C'est incroyable. Alors comment on arrive à rassembler toutes ces données qui sont quand même très hétérogènes et à en faire quelque chose? Alors tu parles d'analyse sémantique, c'est bien, ça fait une sorte de boîte noire, mais vas-y, explique-nous un peu ce qu'il y a dans la boîte noire. En fait, la boîte noire, c'est simple. C'est qu'en fait, nous, on a un moteur comme ça qu'on a développé en interne qui permet d'aller absorber tous les flux d'informations. C'est-à-dire quand c'est facile, c'est des enquêtes de satisfaction. Nous, on le maîtrise, ça arrive directement. Les emails, les SMS, les enquêtes vocales, parce que là, en fait, on voit bien que le levier qu'on va trouver de manière de plus importante, c'est la voix. Parce qu'autant l'écrit, on sait très bien le maîtriser maintenant. Un des leviers qui est essentiel, et tu le sais, c'est l'analyse, l'analyse de la voix et la transcription de la voix en texte. Et toi, tu utilises beaucoup Trint ou des outils comme cela pour transformer la voix en écrit. Et bien là, c'est ce qu'on fait exceptionnellement, de plus en plus chez nos clients. Et c'est un gain de productivité parce que par exemple au centre de contact, on a déjà automatisé pas mal de choses sur les emails, sur le chat, etc. Mais par contre, le téléphone reste encore quelque chose qui est sous-exploité. Par exemple, une chose très simple, un conseiller, quand il va prendre un appel derrière, il va dire tiens, le client a fait une demande de remboursement ou quelque chose comme ça. Maintenant, en fait, tu vas pouvoir prendre la conversation téléphonique et la copier intégralement dans le texte. Ok, je comprends bien, oui, la reconnaissance vocale, on connaît bien chez Visionary Marketing, puisqu'on la pratique depuis plus de 20 ans. Ceci étant, on revient sur l'analyse du texte, parce que bon, ok, on récupère du texte hétérogène, il y en a du court, il y en a du long, il y en a du simple, il y en a du complexe, il y en a qui sont sous forme de conversation, et donc, ok, mais moi ce que j'ai remarqué, c'est que même dans les questionnaires simples, on va pas nommer le fournisseur d'outils de questionnement que j'utilise, mais peu importe, parce qu'ils sont tous un peu le même problème, c'est que finalement quand il s'agit de codifier les réponses qualitatives, ça devient très 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 complexe parce que les machines en fait ont du mal à comprendre véritablement la tonalité ou la réalité du commentaire, ou s'il y a un sous-entendu, ça ils ont beaucoup de mal, donc on est obligé de le codifier à la main. Alors comment vous faites ce miracle? Alors justement, c'est pas si simple que ça, parce que par exemple, actuellement, les systèmes d'analyse sémantique en texte ont du mal à gérer, par exemple, l'ironie. Quand on dit vous êtes vraiment des champions, c'est pas la même chose que waouh, vous êtes vraiment des champions, bravo. Et donc en fait ça, la machine ne saura pas le faire. C'est pas seulement l'ironie, c'est la tonalité, hein. Exactement. Alors ce qui est possible de faire, et c'est ce qu'on fait nous, c'est de la classification. C'est-à-dire qu'on a développé en fait une grammaire spécifique sur la partie analyse de relations clients. Et donc on sait très bien qu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'items qui sont l'accueil, qui sont par exemple la menace de procès, qui sont l'accueil, l'amabilité du technicien, etc. Et en fait tu peux classifier comme ça automatiquement ces verbatim. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une spécificité métier. Nous, on fait pas, par exemple, des grammaires dans d'autres secteurs d'activité, mais on se concentre sur cette grammaire-là parce qu'on a des clients comme la Maïf, la Massif, etc. Et ça permet d'enrichir ton moteur et d'avoir une meilleure compétence. En fait, c'est possible parce que vous avez déjà une base de données de départ qui est homogène Et en fait, on a des linguistes qui ont travaillé là-dessus. Parfois, on fine-tune le modèle, on ajoute des compétences, par exemple des motifs sur les assurances ou des choses comme ça, tu les rajoutes, mais généralement, tu as une bonne base. Et c'est vrai qu'il y avait eu un test qui a été fait par un de nos clients, la Maïf, et ils avaient comparé le fait de faire une classification manuelle et faire une classification avec le moteur. Et tu avais un taux de correspondance à peu près de 95%. Donc ça veut dire que la machine arrivait à bien classer. Alors bien sûr, tu n'es jamais à 100%, mais tu arrives quand même à quelque chose qui est assez proche et qui te permet de distinguer justement ces fameux signaux faibles ou alors les chantiers évités. Parfois, en fait, tu te dis, tiens, il y a beaucoup de volume, une tonalité qui est pas très positive, mais en fait, finalement, t'es quand même pas mal là-dessus, ou ça vaut pas forcément le coup parce qu'il n'y a pas de choses très, très négatives. Par contre, tu peux avoir des choses qui sont très positives, très peu nombreux, et qui peut être un signal faible positif. On a eu le cas avec un de nos clients dans le transport, où des fois, il y avait quelques verbatims, quelques dizaines de verbatims par mois, mais qui étaient c'était génial, le livreur a pris le gros carton, il l'a monté à l'étage, alors que c'était pas prévu, il était super sympa. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un signal faible comme ça, et ils ont développé une offre qui est maintenant le service à l'étage payant.
Donc tu vois, tu peux distinguer comme ça des choses. Ou alors, Donc on pourra plus dire qu'il est sympa maintenant. bah oui, parce que c'est un service, mais ou alors on a vu la même chose que quelqu'un qui faisait du déménagement. Il y avait souvent les verbatim qui disaient ah ouais c'était sympa, le déménageur en plus il a passé l'aspirateur derrière. Et en fait il y a eu une consigne comme ça qui a été mise ah ouais maintenant systématiquement n'oubliez pas de nettoyer bien après vous le déménagement etc. Donc c'est bien, c'est rassurant, j'ai bien fait de t'inviter. Grâce à toi, maintenant je sais qu'il y a des marketeurs qui sont vraiment intéressés par la satisfaction client en la traitant par l'insatisfaction. Mais justement, mais tu vas rire, mais là, actuellement la grosse tendance, tu sais ce que c'est d'aller directement prendre contact avec les directeurs de la relation client ou de l'expérience client sur LinkedIn. On voit bien que les gens s'approprient maintenant les réseaux sociaux. Et de plus en plus, les gens nous disent, ok, j'ai un problème d'avis client qui est négatif, mais maintenant les gens n'hésitent pas à aller directement parler au big boss parce qu'ils savent que ça fait un petit peu réagir, ça secoue un petit peu le prunier. Et c'est une bonne chose parce que en fait, quand c'est le directeur qui se rend compte qu'il y a le client qui lui dit oui j'ai un problème et qui l'interpelle, et ben quelque part il se rend compte qu'il y a un problème et ça empêche de mettre sous le tapis tous ces problèmes-là et ça contribue tout simplement au fait que la culture client soit partagée du haut en bas de l'entreprise et que le client finalement il se sente écouté. On a eu un exemple récent avec notre ami François Laurent qui a publié un article sur Muji. Il n'arrivait pas à avoir de satisfaction. Alors que Muji, en plus, en japonais, c'est une abréviation d'un truc qui veut dire chic et pas cher et qui fonctionne bien, un truc dans le genre. Et là, en l'occurrence, c'était un pull qui peluchait. Donc, il était pas content du tout. Il est allé le reporter. On l'a envoyé bouler comme à la française. Et il partage son article et je lui réponds dans son commentaire sur LinkedIn en lui disant ça me paraît bizarre parce que c'est pas la philosophie de la société japonaise et ça m'étonnerait qu'au Japon on apprécie. Et j'ai cité la société japonaise avec son siège européen et il a été remboursé immédiatement. Bah oui, et c'est pour ça en fait qu'il faut toujours avoir cet espace de communication entre la marque et le client, parce qu'autrement qu'est-ce qui se passe ? Eh ben le client en fait qui se sont traités de manière injuste, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller s'exprimer sur les réseaux sociaux en disant je suis pas content. Maintenant, il va aller au-delà de ses amis. Et c'est pour ça que si tu n'as pas un système d'enquête de ça, tous les gens peuvent s'exprimer ou aller en public ou en privé. Et ben en fait, là, ça permet vraiment de traiter cette insatisfaction. Autrement, si tu es injustement traité, selon toi, tu vas dire je commanderai plus jamais chez vous. Et deux, si tu es vraiment très très insatisfait, tu vas aller te plaindre et essayer au moins de dire ne faites pas la même chose que moi, ne faites pas la même erreur. Donc c'est ça qui est important, c'est d'avoir cet espace de dialogue qui permet de continuer et de prolonger la relation client. Alors j'ai des souvenirs émus d'il y a quelques années dans une société que je ne nommerai pas, mais j'en ai vu d'autres qui faisaient pareil. C'était le sport, c'était comment on fait pour cacher le numéro de téléphone sur le site web. Alors ça, c'est vrai que c'est vraiment un champion en France, surtout dans l'e-commerce, parce que l'e-commerce, tu sais, moi, c'est un peu du cost killer, et en fait, le coût du téléphone coûte extrêmement cher. Et donc tu le mets dans l'espace client, très très en dessous, tu le mets jamais en premier. Sauf que c'est une erreur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la personne qui veut vraiment appeler au téléphone, c'est qu'elle a un problème, ou alors c'est qu'elle aime pas les outils numériques et qu'elle veut vraiment parler à quelqu'un et qu'elle a peut-être déjà envoyé un email, etc. Donc le téléphone doit être mis en premier quand même, parce qu'en fait, autrement, qu'est-ce qui va se passer ? La personne sera déjà énervée. Elle aura cherché le numéro de téléphone, elle n'aura pas trouvé, elle aura attendu au téléphone et là, ça va être waouh, la pression ça monter. Et c'est pour ça qu'il y a certains clients, on a par exemple Matériel.net, Mathéo Leroy qui nous disait, nous justement, on veut pas faire comme ces entreprises-là, ces sites e-commerce. On met en avant au départ la FAQ pour expliquer aux clients quels sont les problèmes, mais on laisse le téléphone et pas l'inverse avec ces fameux formulaires où il faut remplir 5, 6, 7, 8 questions, qualifier son besoin et uniquement après tu as peut-être le droit de contacter quelqu'un par email. Ah, enfin, quelqu'un qui me parle de ça. Merci, c'est de la musique à mes oreilles. Merci Frédéric et bonne chance à Eloquent dans ses initiatives. Merci, à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.